Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc, c'est aujourd'hui la deuxième session de décryptage. On a la chance d'avoir deux représentants et pas des moindres de deux partis pour la présidentielle. Bonjour à tous. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui Damien Abad et Delphine Batho. On va démarrer avec Damien Abad pour porter la candidature de Valérie Pécresse pour représenter les Républicains et nous décrypter et nous aider à mieux comprendre en fait ce qui se cache derrière le programme des Républicains sur ces questions économiques et la manière dont leur programme peut permettre de répondre à la crise écologique et à la réduction des inégalités sociales. Et puis juste après, on aura Delphine Batho qui représente l'Union des écologistes. Qui, pareil, nous parlera de sa vision en matière de développement économique et comment ça peut répondre aux gros enjeux de la transition écologique et sociale. Je vais appeler tout de suite Damien Abad, avec qui on va démarrer très bientôt. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, bonjour. On vous entend Bonjour, est-ce que très vous bien. m'entendez bien? Vous êtes un peu à contre-jour. Ouais. Ah non, c'est bon. Est-ce que vous me voyez? C'est bon? On vous voit bien, vous êtes un tout petit peu à contre-jour, mais franchement, ça va. Et puis avec le soleil va se baisser au fur et à mesure, donc ça devrait pas être un problème du tout. Ah voilà, même un peu plus bas, ouais, c'est parfait. Attendez une seconde, hein, Je vous en prie. Là, c'est mieux. Ouais, non, ça coupe là, non? Non, là, c'est parfait. Non, c'est Là, c'est parfait. bon là? L'image est parfaite et le son est très bien. Très bien. D'accord. N'hésitez pas à nous Ça dire en marche. commentaire s'il y a des problèmes. Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. Vous sortez d'un meeting, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Le Bonjour. meeting s'est bien Je passé? sors du meeting de Pécresse, très bien, à la porte de Versailles, tout à fait. Super. Voilà, donc là, je suis à l'Assemblée. Ah, très bien, ça ne s'arrête jamais. Du coup, petit résumé de comment ça va se passer. On va avoir un peu moins de 40 minutes à peu près. Et l'idée, ce sera dans un premier temps d'aborder les principales propositions du programme des Républicains pour cette présidentielle. Et dans un deuxième temps, on aura des questions d'entrepreneurs. Et on a la chance de recevoir sur le live Jingo de Connexio et Thomas Uriès de 1083 qui auront chacun une question pour vous. Donc ça sera voilà, ce sera un live surtout de décryptage. Le but est vraiment de faire de la pédagogie. Ça a été demandé par beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs et puis même de personnes de la communauté qui ont en fait un peu mal à comprendre la manière dont les programmes économiques vont réellement changer la vie des gens et répondre aux questions écologiques, de la transition écologique et de la réduction des inégalités sociales. Donc j'essaierai aussi de vous poser des questions sur plusieurs thèmes. Les thèmes principaux seront la question de la retraite, de l'entrepreneuriat, de la capacité de l'économie à répondre à la crise climatique et à apporter les bonnes solutions, l'éducation à l'économie et la finance au sens large. Donc, vu que vous avez pas mal de propositions, notamment sur l'épargne, etc. Donc, on va démarrer. Déjà, je vous présente un petit peu, mais je vous laisse peut-être rebondir pour vous présenter vous-même. Et puis, on est sur un live, donc c'est plus à la cool entre guillemets. Donc vous êtes chef, enfin président du parti à l'Assemblée nationale, donc député pour les Républicains. Vous à l'origine vous travaillez plutôt sur les questions budgétaires, hein, c'est ce que j'ai pu voir, C'est bien ça. et vous êtes député depuis déjà 2009. Donc vous avez fait votre campagne dans l'Ain, donc vous représentez les Français de l'Ain. Et puis depuis, effectivement, vous présidez ce parti et on a pu échanger ensemble dans le passé justement sur des amendements spécifiquement économiques que le groupe a pu porter, notamment sur la question des emplois verts, etc. Donc, je vous laisse vous présenter et peut-être nous donner un peu les grandes lignes et les objectifs du programme économique des Républicains.
Ok, bien, écoutez, d'abord, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci Eva, pour votre invitation et cet échange que nous allons avoir ensemble. Écoutez, les grandes lignes des Républicains sur le plan économique, globalement, il y a deux grandes idées, on va dire. La première, c'est la question des libertés, c'est-à-dire des libertés économiques. On veut retrouver de la liberté économique. Et puis, la deuxième, c'est restaurer la souveraineté de la France et de l'Europe également. Donc, voilà, c'est les deux grands axes, les deux grandes lignes directrices. Donc la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, la lutte contre les normes, contre la paperasse administrative, comme les excès de réglementation. C'est de libérer aussi les énergies, c'est de permettre aux entreprises qui veulent aller plus loin, avancer sur le plan écologique, sur le plan d'innovation sociale ou technologique, de permettre de le faire. Donc ça, c'est un point pour nous qui est très important. C'est donner plus de liberté à ceux qui veulent entreprendre, plus de liberté à ceux qui veulent réussir. C'est à la fois avoir la culture du risque, de l'échec et aussi de la réussite. Et donc, c'est vraiment cet objectif-là, après, on va en parler, je pense, plus tard, mais qui se caractérise par différentes mesures. Et ça, pour nous, c'est vraiment une valeur importante, redonner un peu et libérer les énergies, la vitalité et tout simplement la création de richesses et d'initiatives dans notre pays. Et puis, c'est ensuite, bien sûr, rétablir la souveraineté. Rétablir la souveraineté parce que, vous le savez, on est dans un contexte où, quelle est la grande leçon de la crise sanitaire et quelle est la grande leçon finalement de la guerre en Ukraine? La grande leçon, c'est qu'il faut retrouver de la souveraineté économique. Alors pour nous, il y a quelques grands secteurs sur lesquels on doit retrouver cette souveraineté. C'est bien sûr dans le secteur de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on a construit l'Europe sur un triptyque pain, paix, liberté, et que le risque, c'est qu'on passe d'une situation d'indépendance alimentaire à une situation de dépendance alimentaire. Il y a un enjeu extrêmement important et d'ailleurs qui a des conséquences sur notre bilan carbone important également. C'est la souveraineté, bien sûr, industrielle, de retrouver, réindustrialiser notre pays. Là aussi, je pense qu'on l'évoquera également tout à l'heure. Et puis, c'est aussi sur le plan de l'énergie. Retrouver de l'indépendance énergétique, ça c'est un point important. Et puis enfin, sur la défense et l'armement. Donc, et la santé, bien entendu, puisqu'on l'a vu, on est tombé dans cette crise sanitaire parce qu'on manquait de masques, parce qu'on était dépendant de la production chinoise. Donc, à la fois liberté et souveraineté, on va dire que ce sont les deux grands axes de notre politique économique avec Valérie Pécresse et les Républicains, dire faciliter les initiatives, libérer les énergies et en même temps redonner la souveraineté par la compétitivité pour défendre les entreprises françaises et européennes et défendre les grands secteurs stratégiques clés pour l'avenir de notre pays et de notre continent. Donc concrètement, retrouver de la souveraineté énergétique et économique, ça passe par quoi? Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ah, d'abord, il y a plusieurs choses qui bloquent aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que cette souveraineté économique, elle est freinée à la fois par une Europe qui, de temps en temps, confond, en fait, si vous voulez, souveraineté des États, souveraineté nationale et souveraineté européenne. Moi, je pense qu'on peut allier les deux, les concilier et les renforcer en tant que tels. Je dis souvent, nous sommes patriotes et européens. Je pense que les deux sont possibles. C'est Michel Barnier qui évoque cela à juste titre. Et donc, il nous faut arriver à ça. Alors ensuite, comment on le fait et comment on retrouve cette souveraineté économique et énergétique? D'abord, il nous faut tout simplement respecter les accords internationaux. Il y a un accord important qui a été mis en place, c'est celui de l'accord de Paris sur le climat. Et donc, nous, on croit beaucoup à la neutralité carbone en 2050, mais ça nécessite pour cela, effectivement, de réinvestir massivement dans notre industrie, d'éviter les délocalisations, de relocaliser beaucoup d'activités économiques et industrielles que l'on peut faire. On le constate. Moi, je suis dans une région très industrielle et on voit des phénomènes de relocalisation qui peuvent se faire également et de réindustrialisation. Donc, notre objectif, ça doit être celui-là, de faire en sorte que concrètement, on puisse redonner voilà, plus de souveraineté. Ça veut dire sur le plan énergétique, la place du nucléaire par rapport aux énergies renouvelables, comment on voit le mix énergétique dans l'avenir. C'est aussi, bien entendu, accompagner la transition écologique, accompagner des nouvelles méthodes d'innovation. Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en place, ce sont des outils qu'il faut installer pour tout simplement réussir de cette transition et de retrouver ces éléments de souveraineté. Très bien. Alors, je me permets de faire l'avocat du diable, entre guillemets. En fait, quand on analyse le programme de Valérie Pécresse et des Républicains, il y a beaucoup de mesures d'austérité budgétaire. Et ce qu'on s'est demandé en regardant le programme, c'est comment on arrive à retrouver de la souveraineté qui nécessite d'investir un peu massivement
dans des secteurs stratégiques pour la France pour être capable de redorer notre économie. En même temps en ayant une politique assez austère d'un point de vue budgétaire et de réduction des dépenses publiques. L'idée, elle est simple, c'est de dire, c'est gaspiller moins, dépenser mieux et travailler plus. C'est ça notre objectif, c'est ça notre triptyque. Et nous considérons effectivement que gaspiller moins, c'est un enjeu important. Nous sommes à l'Assemblée nationale un groupe d'opposition qui défendons, par exemple, la filière recyclage dans les déchets plastiques, dans tout un certain nombre d'autres filières également. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on défend les filières industrielles pour gaspiller moins. Et ça, c'est un enjeu sur les denrées alimentaires. Ensuite, on a fait un certain nombre de propositions, notamment. Ensuite, au-delà de gaspiller moins, c'est aussi dépenser mieux. Ce n'est pas de l'austérité, c'est simplement de la maîtrise à la dépense. Vous savez, quand vous avez une dette aujourd'hui en France qui atteint les 3 000 milliards d'euros, on ne peut pas laisser cette dette, je dirais, sans qu'il y ait de conséquences pour les Français. Parce que l'inflation plus la dette, ça fait mauvais ménage. Et puis, n'oublions pas non plus, il y a une dette budgétaire, mais il y a aussi une dette écologique envers les générations actuelles et les générations futures. Donc oui, on l'assume complètement, nous, et c'est certainement une originalité de notre programme, une particularité et une marque de fabrique de Valérie Pécresse, c'est de dire on veut mettre fin à cette dette écologique, budgétaire et sociale qu'il y a en France, cette triple dette qui pèse sur les générations actuelles et futures. Parce qu'à un moment donné, on devra la rembourser, cette dette, et on ne peut pas la laisser comme cela. Donc, je pense qu'on peut à la fois faire des investissements d'avenir pour accompagner cette transition écologique, pour faire en sorte que l'on retrouve de la souveraineté. Et j'ai cité les secteurs clés, ce n'est pas dans tous les secteurs, c'est dans 5-6 secteurs clés. L'alimentation, l'environnement, l'écologie, voilà, l'énergie sont ces secteurs clés sur lesquels on veut retrouver la souveraineté. Mais par contre, il faut le dire aux Français, si on ne maîtrise pas mieux les dépenses, si on continue à avoir cette dette comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, ça sera très dangereux pour l'avenir. Et donc oui, on veut s'attaquer à ce fardeau de la dette en maîtrisant mieux les dépenses et surtout, je termine par là, en engageant les réformes qui n'ont pas été faites dans ce quinquennat, la réforme des retraites, la réforme de la dépendance, l'assurance chômage, de tous ces sujets qui sont bien sûr centraux pour maîtriser la dépense publique. Dans le programme, donc on voit effectivement qu'il y a un peu en titre, donc effectivement investir dans des secteurs qui sont un peu émetteurs, respecter les accords de Paris, etc. Et en même temps, il n'y a pas spécifiquement de conditionnalité sur les aides. Donc typiquement, effectivement, on a une libéralisation de l'entreprise, dans le sens où on a une réduction de charges qui est proposée, notamment des impôts de production, etc. Donc il y a un allègement de charges prévu pour l'entreprise. Mais on n'a pas à proprement parler d'éco-conditionnalité. Donc, comment on peut s'assurer que réellement les investissements qui seront faits pour favoriser cette souveraineté écologique dans l'alimentation, dans l'énergie, etc., ira vraiment vers des investissements verts? Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance aux entreprises aujourd'hui de prendre le virage elles-mêmes? Bon, ça, c'est notre marque de fabrique. On croit plus à l'incitation qu'à la sanction. On croit plus à l'accompagnement qu'à la contrainte. Alors après, je ne suis pas en train de vous dire, oui, l'incitation va suffire. On le sait, malheureusement, il y a certaines situations, certains cas où l'incitation ne suffit pas et on n'est pas d'opposition de principe sur l'éco-conditionnalité. Simplement, ce que nous voulons faire, c'est clair, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas les impôts des Français sur l'autel de la transition écologique. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va le faire contre le pouvoir d'achat des Français et qu'on ne va pas emmener les Français dans une transition qui est pourtant absolument fondamentale et nécessaire et indispensable. Donc c'est vrai, on fait le choix par rapport à d'autres programmes davantage de l'incitation, de l'accompagnement, du soutien et donc on veut faire, mais on veut mettre des choses en place. Je prends juste un ou deux exemples très concrets. Dans notre programme, il y avait la volonté par exemple de créer un livret vert qui serait la fusion du livret A et du livret développement durable pour financer la transition écologique. Bon, c'est quand même 120 milliards d'euros de prêts sur 5 ans, donc c'est pas rien. C'est une mesure qui est importante, qui visera à quoi? À mobiliser tout simplement des prêts, du financement pour les projets énergétiques, hein, dans tous les domaines, sur les transports, dans le domaine fluvial, ferroviaire, portuaire, voilà, de recharge, dans la rénovation urbaine. Ça veut dire, on a une extension très large du périmètre. Mais notre objectif, il est de faire en sorte qu'il faut donner les moyens et le financement. Et nous considérons que on le fait avec les Français, on ne le fait pas contre eux. Il faut les amener à cette transition écologique. Alors, ça nécessite de la culture, ça nécessite bien sûr, peut-être dans certains cas, malheureusement, d'abord de la contrainte. Mais vous voyez, on commence par l'incitation. Si on constate que l'incitation n'est pas suffisante, alors on va vers des mécanismes de contrainte. Mais c'est vrai que on veut le faire à impôt constant et donc pas augmenter les taxes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On défend une taxe carbone au niveau européen, mais on a le principe de ne pas augmenter
les taxes et la fiscalité et les impôts sur les Français. Donc, il faut trouver ce bon équilibre-là pour tout simplement convaincre et montrer tout simplement qu'on peut, ben, par l'incitation, arriver à des choses, par exemple, à remplacer des véhicules plus polluants par des véhicules moins polluants, à remplacer des chaudières électriques, voilà, à changer les comportements. Ça, c'est des choses, je pense, que l'on peut faire et qu'on peut irriguer dans la société française. Et du coup, effectivement, donc on a vu cette proposition du livret vert, mais si ça fusionne le livret A et le livret développement durable, sachant que ces livrets sont plafonnés, on s'est dit que ça faisait plutôt moins d'épargne pour le durable que plus d'épargne. Dans la mesure où aujourd'hui, bah, ces 120 milliards dont vous parlez, qui sont effectivement la part du livret développement durable qui n'est pas encore investi dans la transition, donc c'est les nouveaux encours que ça pourrait nous permettre d'avoir. Bah, en fait, ça nous supprimerait aussi les encours du livret A qui typiquement vont aujourd'hui dans les logements sociaux et qui financent notamment l'action de la Caisse des dépôts. Pourquoi cette envie de fusionner en fait les deux dispositifs et pas juste de un peu changer les deux dispositifs individuellement pour qu'ils répondent plus à vos ambitions? Vous avez raison, à règle constante, ça peut provoquer cet effet plafond. Mm, Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir adapter les règles du livret et du livret de développement durable. Ce n'est pas une fusion simple, c'est d'accord. une fusion qui vise à, si vous voulez, à élargir aussi le périmètre, à permettre de mobiliser plus de financement sur la transition écologique et donc d'adapter les règles existantes. Parce qu'effectivement, vous avez raison, si c'est pour diminuer, par exemple, l'accompagnement des financements dans les logements, quels qu'ils soient, logements sociaux ou autres, n'a pas de sens parce qu'on le sait, par exemple, la précarité énergétique, c'est un élément central et donc renouveler notre parc de logements, c'est essentiel et construire de nouveaux logements avec des performances énergétiques qui sont nettement meilleures, c'est fondamental. Donc l'objectif, c'est de dire pourquoi on veut fusionner les deux parce qu'on pense qu'il y a des convergences entre les deux, entre le livret A et le livret de développement durable. D'ailleurs, vous l'avez soulevé à juste titre là-dessus. On pense ensuite parce qu'il vaut mieux avoir un outil puissant, fort et unique. Ça, en termes de simplification, ça a aussi un impact pour montrer aux Français que voilà, il y a un livret vert qui est à leur disposition. Tout le monde connaît le livret A, moins de monde connaît le livret de développement durable. Notre objectif, c'est de dire de donner un outil d'épargne pour que les Français soient acteurs de la transition écologique. Pour nous, ce qui est très important, c'est pas qu'on ait des spectateurs, mais c'est qu'on ait des acteurs de cette transition. Et donc, de dire, voilà, s'il y a quelqu'un qui a un projet de performance énergétique, un projet pour lui-même, un projet pour les autres, ou de transformer son entreprise. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner massivement ces projets, qu'il y ait un outil simple, efficace, et sur lequel on puisse mobiliser beaucoup de fonds pour accompagner cette transition écologique et donner les financements nécessaires. Très bien. On n'a pas abordé la question encore de l'entrepreneuriat. J'ai vu qu'il y avait des mesures spécifiques, notamment pour faciliter l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez peut-être en parler un petit peu et savoir s'il y a une forme d'entrepreneuriat qui sera privilégiée ou si c'est pour tout type d'entrepreneuriat? Bon, l'idée, effectivement, c'est de faciliter, d'abord d'accompagner tout type d'entrepreneuriat. C'est de faire en sorte qu'on retrouve cette culture entrepreneuriale en France. Je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut à la fois retrouver la culture du risque, de l'échec et de la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut permettre aux Français de prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire qu'on les accompagne, notamment dans le début, quand on crée son entreprise. Alors, il y avait le statut d'auto-entrepreneur, mais aujourd'hui, il faut toiletter tout ça et faire en sorte que, notamment dans les secteurs porteurs, alors, tous les secteurs de la transition écologique sont des secteurs porteurs, mais je crois aussi beaucoup au secteur de l'innovation sociale, hein, à l'économie sociale et solidaire, qui est aussi un champ d'investigation extrêmement important. Bah, l'idée, c'est que là-dessus, on puisse à la fois faciliter les démarches, permettre à chacun de prendre son risque, et donc s'il échoue, de ne pas avoir quelque chose qui, pendant 10 ans, soit un fardeau pour lui et ne peut plus se reconstruire derrière. Donc, on est prêt à aller jusqu'à des systèmes de, pas d'annulation de dette, mais en tout cas, voilà, de dire, ben, vous avez pris votre risque, vous avez échoué, vous ne pouvez pas rembourser parce qu'à un moment donné, ça ne va pas fonctionner. On va vous donner quand même votre chance et donc annuler cela. Donc, créer aussi des labels verts, ça pour nous, c'est important pour repérer des investisseurs qui veulent, voilà, qui ont des produits financiers verts notamment. C'est accompagner aussi tout le secteur des banques, des assurances, des fonds d'investissement, des fonds de pension pour réorienter leur financement, leur placement dans cette écologie-là. Mais je crois vraiment que ce qui est important pour retrouver la culture de l'entrepreneuriat en France, c'est à la fois de simplifier les règles de création, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan réglementaire. C'est dire à chacun, vous pouvez échouer et vous aurez le droit de recommencer, bien sûr, pas indéfiniment, mais en tout cas de permettre cela, et puis d'identifier les secteurs clés et d'accompagner cette culture entrepreneuriale qui est forte. Et puis enfin, c'est bien sûr financer aussi tout ce qui est
innovation, recherche et développement, parce qu'on sait qu'à la base de la création des entreprises, il y a souvent une innovation, il y a souvent un procédé innovant, et que parfois ça coûte aussi extrêmement cher que de mettre en place ces procédés innovants, et donc il faut pouvoir accompagner cela. Et puis, je le dis aussi, au-delà de l'entrepreneuriat à sa création, nous avons un grand défi en France, c'est la pérennité de cet entrepreneuriat, et notamment pour les entreprises de taille intermédiaire. C'est la grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est que nous manquons d'entreprises de taille intermédiaire, d'entreprises moyennes, et c'est celles-là quand même qui vont le plus vers l'innovation, qui vont le plus vers la recherche-développement, ne sont pas ni les grosses boîtes, ni les petites, les toutes petites. Il faut vraiment accompagner ces entreprises de taille intermédiaire à prospérer, et c'est là où on doit faire un effort important, y compris en termes d'accompagnement fiscal. Et une dernière question avant d'inviter Jingo et puis Thomas Huriez, c'est sur la question des partenaires sociaux. Aujourd'hui, on voit que malgré tous les efforts des PME de demander, de revendiquer la nécessité d'être accompagnés sur ces enjeux de transition écologique, au moment où on décide des politiques économiques, il y a un lieu dans lequel se font essentiellement des négociations sur les sujets économiques, qui est le lieu des partenaires sociaux. On a les syndicats patronaux, les syndicats salariés de l'autre côté, et on a l'impression qu'il y a un syndicat qui est un peu souverain, patronal, qui est le MEDEF, et puis même la CGPF, des visions assez conservatrices d'un point de vue politique, des efforts qu'il faudrait faire, quand finalement nous on récupère pas mal d'entreprises aussi de ces réseaux qui ont besoin de dispositifs d'accompagnement pour assurer la transition écologique, sans quoi elles seront déclassées dans le monde de demain. Et on a l'impression que ce partenariat social ne se renouvelle pas parce qu'il a été, les règles de ce partenariat ont été décidées à une époque dans laquelle il y avait certains secteurs qui étaient les plus importants, etc., qui fait qu'on n'arrive pas à le renouveler. Donc on a une vision un peu unique du patronat et on le déplore, nous, parce qu'on est 10 000 patrons finalement, mais d'entreprises qui faisons les choses différemment et avec des entreprises notamment qui ne sont pas encore dans les modèles d'entrepreneuriat social et écologique comme moi je peux l'être, mais qui ont envie de faire leur transition. Comment on leur assure une meilleure place aujourd'hui dans la décision et comment on renouvelle, peut-être, ou peut-être que vous pensez qu'il ne faut pas les renouveler, mais cette démocratie économique, parce qu'on entend en fait d'un côté Bercy qui nous dit les PME veulent pas parce que le MEDEF me dit qu'elles veulent pas, et nous on voit que les PME veulent. Et ça devient un peu contre-productif. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, c'est tout le dialogue social en France qui ne va pas bien. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut refonder le dialogue social, redonner confiance aux corps intermédiaires et montrer à la France et aux Français qu'on ne peut pas transformer notre pays sans eux. Je suis intervenu pour Valérie Pécresse il y a quelque temps aux assises de la CFDT. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on ait un dialogue social qui soit renouvelé, qui soit refondé et un nouveau pacte social. Donc, ce n'est pas simplement le MEDEF et la partie patronale, c'est aussi les syndicats de salariés et c'est l'ensemble du dialogue social en France qui doit être refondé sur le principe de la loi Larcher, qui est une loi qui dit clairement qu'on doit, avant toute loi, avoir ce dialogue social, ce partenariat, cet échange et ce dialogue constructif. À condition, bien sûr, qu'on ne soit pas dans une logique de blocage, mais dans une logique d'échange et de co-construction. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, bien entendu. Donc, ensuite, sur la question du modèle, moi, je crois effectivement à la multitude des structures. C'est-à-dire, ce que je pense, et ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir, si vous voulez, plusieurs structures. Vous avez parlé de la CPME, vous avez parlé du MEDEF. Je pense que l'entrepreneuriat social, le modèle écologique, tout ça doit être représenté. Il doit y avoir ces échanges-là et c'est fondamental. Moi, je suis totalement favorable à ça parce que je pense que la France ne souffre pas d'un trop-plein de dialogue social ou de syndicalisme, mais malheureusement de quelque chose d'insuffisant. Parce que à condition d'avoir une logique syndicale qui soit celle un peu à la culture à l'allemande, entre guillemets, c'est-à-dire de négociation, de compromis et d'avancée réciproque. Et ça, c'est très important. Je pense que ça sera l'un des défis d'ailleurs du prochain quinquennat de retrouver cela. Et bien sûr, il y a des nouveaux secteurs qui ne sont pas suffisamment représentés parce qu'aujourd'hui, on le sait, il y avait des anciens secteurs d'industrie lourde, d'industrie historique qui sont importantes. Mais aujourd'hui, il y a aussi de nouveaux secteurs qui sont là, qui ont émergé et qui méritent aussi d'être représentés, d'être reconnus, d'être connus et surtout d'être écoutés et entendus par rapport à leurs demandes particulières. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ça. Je pense qu'on peut démultiplier les canaux de transmission. Je pense qu'il n'y a pas un seul interlocuteur unique. Et d'ailleurs, ce n'est pas faire offense au MEDEF que de dire ça, bien au contraire. L'idée, c'est aussi que, voilà, eux aussi, ils accompagnent que peut-être leur branche environnement, transition écologique soit plus forte. Voilà, donc, il faut irriguer tout ça. Et je pense que, et surtout définir un vrai dialogue social. Et pour moi, il y a une chose très simple, c'est que le dialogue social, il se fait
avant la production de la loi, c'est-à-dire il se fait très en amont, parce qu'en France, malheureusement, il se fait souvent en aval et donc de manière frontale et de manière conflictuelle. Moi, je crois au contraire au dialogue social, en amont, en concertation et d'être dans la co-construction. Ça, c'est un peu un changement culturel pour nous, mais c'est très important si on veut obtenir des résultats. Ça nécessite, et je le dis en tant que président de groupe aussi, d'avoir aussi davantage de pluralisme politique à l'Assemblée nationale. On le voit quand vous avez des députés qui sont tous issus d'un seul et même groupe, pensent tous la même chose, eh bien forcément, ça empêche le débat d'idées et en tout cas de co-construire un certain nombre de positions politiques fortes. Merci Damien Abad. On accueille qui va se présenter. Bienvenue sur ce live, qui est entrepreneur et membre du mouvement et même de l'administration. Jean, je te laisse te présenter puis poser ta question à Damien Abad. On est toujours sur un décryptage des programmes, là en l'occurrence des Républicains. Merci beaucoup et déjà aussi merci pour cet échange. Chez Connexio, peut-être pour dire rapidement quelques mots, on est une structure qui ouvre pour l'inclusion numérique. Donc, parmi les enjeux qui nous concernent, c'est l'inclusion numérique, la formation professionnelle aussi et les enjeux justement de diversité dans les différents secteurs et justement aussi de mieux promouvoir le recrutement inclusif. Et donc, j'avais en fait regardé aussi un peu le programme, surtout sur les enjeux numériques. Vous avez proposé et je vois en fait il y a un dispositif qui est assez intéressant qui est le bonus numérique CPF pour vraiment en fait pousser plus loin en fait les enjeux du numérique et formation parce qu'aussi vous avez parlé de souveraineté numérique et aussi de mieux accompagner tout l'écosystème, c'est aussi de mieux accompagner tous les talents dans l'écosystème. Je pose la question de savoir, donc je trouve c'est super d'avoir en fait ce type d'initiative de favoriser la formation, la montée en compétence des personnes sur ces types de compétences. Et après, comment est-ce qu'il y a une idée aussi derrière d'aider des personnes qui ne disposent pas justement d'un CPF? Aujourd'hui, Connexio aussi, on fait partie des acteurs qui travaillent avec des publics très éloignés de l'emploi, éloignés du numérique, et on pose la question de comment aussi accompagner mieux les personnes qui ne bénéficient pas forcément en fait très facilement des dispositifs de la formation. Merci. Merci beaucoup, merci pour votre question et ce que vous faites. Bon, je vais revenir sur la question centrale qui est la question de l'inclusion numérique et effectivement un certain nombre de publics qui sont malheureusement à côté et qui passent à côté de cette chance qu'est le numérique. Vous avez raison, l'idée c'est qu'on puisse, mais au-delà de manière globale, c'est ce bonus numérique, c'est cet accompagnement, de faire en sorte que tout simplement le secteur numérique soit renforcé, mieux accompagné en France, mieux compris aussi et porté, pas simplement d'un point de vue financier et fiscal, mais aussi, je dirais, dans la société de tous les jours. Donc, on a, avec Valérie Pécresse, qui est une femme moderne, très branchée sur le numérique et qui a fait beaucoup de choses déjà dans la région Île-de-France, permettre justement à tous ces business angels, à toutes ces entreprises de pouvoir vraiment prendre ce virage du numérique. Et donc, on aura un grand plan d'accompagnement financier, de soutien, bien sûr, à ce secteur. Mais je voudrais insister particulièrement sur la question de l'inclusion numérique. Vous avez raison, il y a un sujet de fracture numérique en France qui existe à tous les niveaux. D'abord, il peut y avoir une fracture territoriale, d'où l'importance d'accompagner en très haut débit, en fibre optique, l'ensemble de nos territoires, parce qu'à l'heure du télétravail, de la télédéclaration, de la télémédecine, eh bien, c'est très important. Et donc ça, c'est une priorité politique absolue pour nous de faire en sorte que tous les territoires soient connectés et soient reliés au numérique, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce que vous avez des entreprises, vous avez du savoir-faire dans nos campagnes, dans nos territoires de montagne. Et ça, c'est une priorité politique absolue. Ce n'est pas encore le cas malgré le déploiement du plan France Très Haut Débit. Ensuite, c'est aussi la fracture, non pas, je dirais, non pas générationnelle, mais en tout cas une fracture qui peut être due parfois effectivement à un manque de qualification, de formation, qui est lié aussi à la fracture sociale très directement. Et là, il faut vraiment mettre le paquet, je pense, dès le plus jeune âge. Nous sommes favorables à ce qu'on puisse mieux avoir et accompagner nos jeunes enfants dans la découverte des outils numériques, dans des cours justement sur l'innovation numérique et qu'on mette l'accent aussi davantage là-dessus. Donc ça, c'est un point pour nous qui est important pour éviter la fracture éducative par rapport à l'accès au numérique. Et puis enfin, il y a aussi un sujet qui me tient à cœur, qui est la question de l'accès au numérique pour les personnes handicapées. Vous le savez, ça représente aussi beaucoup de monde et que là aussi, on a des propositions très concrètes pour les personnes qui sont aveugles, pour les personnes qui ne peuvent pas se servir d'Internet, qui ont des difficultés, etc. Il faut vraiment qu'on ne rajoute pas de la fracture à la fracture. Il ne faut pas que le numérique devienne en fait une fracture de plus à ceux qui sont déjà dans la société en situation de difficulté et de souffrance, mais qu'au contraire, ça soit une chance, une opportunité, un moyen de se réaliser pour eux.
Il faut que, par exemple, une personne handicapée qui a des difficultés à se déplacer, bah, le numérique, ça lui offre des perspectives d'emploi. Et pas que ce soit un blocage ou un frein. Donc, toute la question de l'accessibilité, bien sûr, des sites, l'accessibilité numérique, elle est fondamentale. Donc, vous voyez, nos trois grandes priorités sur l'accessibilité par rapport à la question du handicap, sur la question des publics qui sont éloignés de l'emploi, sur lesquels on a besoin de lutter contre la fracture éducative, et sur la question territoriale. Ce sera vraiment les trois grands axes sur lesquels on veut mettre le paquet pour défendre cette politique du numérique en France. Merci beaucoup, Jim, pour la question. Merci. Je vais maintenant faire monter Thomas Hurier, qui est le fondateur, fondateur de 1083. Et là, on va aborder plutôt des questions industrie. Et d'ailleurs, pour aussi, ce sera intéressant, Thomas, si jamais tu veux aussi réagir aux propos sur la question de souveraineté, vu que tu travailles justement à la relocalisation des filières. Oui, bonjour Monsieur Abad, Thomas Huriez. Donc je suis en Rhône-Alpes aussi. Pardon, le fil a cassé. Donc je suis dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. On est une marque de jeans made in France. On relocalise les filatures, les teintures, les tissages, les coupeurs, les confections en France pour fabriquer des jeans relocalisés de A à Z. Et en introduction, vous avez parlé de dépensier moins et mieux. Ça va plus parce que ce moins et mieux, c'est quelque chose que l'on essaie de développer en termes de consommation. Parce que vous le savez, en fait, on est un produit qui importe beaucoup, une consommation massive, une surconsommation qui défavorise du coup les marques françaises, puisque du coup, la surconsommation de produits un peu de merde, ça défavorise finalement les productions locales qui sont plutôt qualitatives. Et donc, j'aurais aimé savoir un peu qu'est-ce que vous envisagez comme solution, qu'elle soit économique ou pédagogique, ou en termes de TVA, pour essayer de favoriser une consommation mieux-disante au niveau qualitatif, au niveau environnemental, au niveau local, par rapport à l'importation de produits fabriqués à bas coût, loin de chez nous, qui du coup nuisent un peu notre souveraineté, puisque du coup on n'est plus capable de subvenir à nos propres besoins. Et voilà, ça faisait le lien entre la souveraineté et le côté moins et mieux. Alors, merci beaucoup pour votre question et surtout merci beaucoup pour ce que vous faites. Je crois que je viens de voir dans la Drôme parce que Avec plaisir. D'abord, c'est effectivement défendre le Made in France, mais le vrai Made in France, celui où on produit vraiment en France et on arrive effectivement à créer cette économie de circuit court qui est fondamentale et qualitative en tant que telle. Alors, moi, je vais répondre très concrètement et très directement à votre question parce que c'est une question centrale. C'est comment on fait pour retrouver de la souveraineté économique et industrielle pour défendre le savoir-faire français dans une économie mondialisée et quelles chances et perspectives on peut redonner à nos entreprises. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est que moi, je suis favorable à la taxe carbone aux frontières. Aux frontières de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la taxe carbone aux frontières, ça évite le dumping environnemental et même social et même au-delà. Donc, la taxe carbone aux frontières, c'est ce qui nous permet tout simplement de faire en sorte qu'on ait enfin la prise en compte du bilan carbone dans nos produits et dans le prix des produits. C'est-à-dire qu'on facilite tout simplement l'économie du circuit court. C'est-à-dire quand on a une production qui est locale, qui est française, et bien même si on a un prix de vente qui est un peu plus élevé que ce qu'on va fabriquer en Chine, on sait qu'on a un bilan carbone qui est meilleur et ce bilan carbone, il doit être intégré dans les coûts en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment un travail fondamental. Moi, je suis un grand défenseur de la taxe carbone aux frontières parce que je pense que ça évitera tout simplement qu'on laisse entrer en France ou en Europe des produits qui ne respectent pas en plus les mêmes normes environnementales, sociales ou sanitaires que les autres et c'est un enjeu extrêmement important. Ça, c'est par rapport au monde extérieur. Ensuite, c'est par rapport à ce que nous, on doit faire en France sur la relocalisation. Pour qu'on ait de la relocalisation, il faut qu'on soit effectivement, comme on dit, business friendly. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà qu'on ait une stabilité dans la fiscalité. Je vous l'ai dit, pas d'augmentation d'impôts. C'est important parce que les règles fiscales elles doivent être stabilisées en tant que telles. Et puis surtout, c'est ensuite, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la transmission de l'outil de production, et notamment des entreprises de textile. Moi, je suis député d'Oyonnax, on connaît bien les entreprises de plasturgie et autres. Et on a ce capitalisme entrepreneurial, familial, qui ne veut qu'une seule chose, c'est pouvoir transmettre son outil de production. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut rendre gratuit la transmission de l'outil de production. Parce que quand on transmet une entreprise, à condition bien sûr que ce ne soit pas un fonds de pension, mais quand on transmet à la prochaine génération, c'est une chance et une richesse, c'est un moyen de garder les entreprises sur le territoire en tant que tel. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la relocalisation. Puis enfin, vous l'avez dit, c'est le lien avec la souveraineté. Moi, je crois fondamentalement que ce n'est pas être protectionniste. Ce n'est pas la même chose. C'est pas de dire on ferme les frontières, on ferme les barbelés, ça n'a aucun sens. Et ceux qui vous disent ça vous racontent des salades. Mais
la réalité, c'est de dire on défend notre patriotisme national et européen. Ça veut dire qu'en fait, on construit des décisions économiques qui permettent de faciliter la relocalisation. Vous savez, la Chine et les Américains, ils sont très protectionnistes chez eux, entre guillemets, et ils défendent en tout cas leur culture en tant que telle. Donc, à nous aussi de le faire si on veut accompagner et préserver notre tissu industriel. C'est fondamental et c'est la clé de tout, faire en sorte que nos industries, notre savoir-faire industriel ne partent pas à l'étranger, mais qu'au contraire, ils soient conservés et même pour certaines parties relocalisées, parce que je pense que lorsqu'on prendra vraiment en compte le bilan carbone, le coût la facture énergétique et toutes les conséquences sociales et sociétales que ça a, je pense qu'à la fin des fins, on comprendra que la relocalisation est beaucoup plus efficace que la délocalisation. On le voit dans certains secteurs, ça évolue et je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes la preuve vivante que c'est possible. J'ai droit à une deuxième question, Eva, ou pas? Ah bah, vas-y, rapidement. Allez, rapidement. Non, c'est juste ce que vous avez dit là m'a fait penser. En fait, il y a 15 jours, il y avait les Assises du produit en France et c'était Monsieur Morin qui représentait Madame Pécresse parmi tous les candidats qui expliquaient leur projet pour le Made in France. Et Monsieur Morin parlait d'un truc qui m'a surpris agréablement, c'est le fait de développer en France les modèles de fondation actionnaire un peu à l'allemande, qu'on n'arrive pas à mettre en place en France justement pour faciliter la transition des entreprises pour qu'elles restent, qu'elles s'inscrivent sur le temps long. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le programme de Valérie Pécresse, le fait d'instaurer en France ces fondations actionnaires? C'est une très bonne idée. Je pense qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est dans le programme, mais en tout cas, je pense que ça pourrait l'être et que ça devrait l'être parce que c'est une très bonne idée. Et je vais aller plus loin. À côté de ça, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'accès. Ah, vous êtes bloqué, monsieur Abad. Ah, dommage, le teasing était bon, hein. Ouais. Elle lui a dit non, Allô? on ne veut pas faire les fondations Oui. actionnaires, non. Vous m'entendez? Vous êtes Ah, là? c'est bon. Ah, on vous revoit. Oui, voilà, pardon. C'est bon. Oui, voilà, je disais on défend le Small Business Act européen qui était à l'époque défendu par Michel Barnier pour faire l'accès des PME à nos marchés publics nationaux et européens. Donc moi, je suis favorable à ces deux outils-là, ces deux mesures-là qui peuvent nous permettre effectivement d'aller encore plus loin dans la souveraineté industrielle. Merci beaucoup. Merci Thomas pour ta présence. On va finir avec deux, trois petites questions un peu ping-pong voilà, qui ressortent rarement en fait, dans les programmes, mais qui sont souvent traitées quand il s'agit notamment des réformes sur les retraites pour ou contre la capitalisation justement sur les retraites. Quel est le modèle que vous défendez? Alors, c'est pas, moi, je défends le système par répartition, mais je pense qu'il faut des éléments de capitalisation dans le système par répartition. Je m'explique aujourd'hui, la pérennité financière du système de retraite, c'est une clé essentielle pour l'avenir, pour les générations actuelles comme futures. Et donc, la première chose, c'est de défendre le système par répartition, parce que le système par répartition, c'est ce qui permet tout simplement à chacun d'avoir une retraite lorsqu'il arrive en âge de pouvoir être retraité. Mais ça, il faut qu'on parle clair là-dessus. On pourra avoir des différences, mais moi, je suis de ceux qui pensent que sans la réforme des retraites, nous ne pourrons pas financer notre système de retraite par répartition. Et dans la réforme de retraite, il n'y a pas 50 000 choses. Soit vous augmentez la durée de cotisation, soit vous augmentez baissez le niveau des pensions, soit vous allongez l'âge de départ à la retraite. Moi, je pense que c'est l'âge de départ à la retraite qu'il faut allonger, c'est la meilleure solution. Parce que si on baisse le niveau de pension, vous avez déjà des petites retraites, donc vous imaginez ce qui va se passer. Ou si vous augmentez encore la durée, je dirais, de cotisation, on va se retrouver avec des durées qui seront extrêmement longues pour tout le monde. Donc, il faut progressivement, effectivement, aller vers une réforme des retraites pour travailler jusqu'à 63, 64, puis ensuite 65 ans en fonction de l'évolution tout simplement de l'espérance de vie. Mais pour faire quoi? D'abord, pour avoir une pension minimale de retraite qui ne soit pas inférieure au SMIC. Parce qu'aujourd'hui, l'une des grandes sources de pauvreté en France, ce sont les personnes âgées isolées. Moi, je vois beaucoup de personnes âgées isolées qui n'arrivent plus à finir et à boucler les fins de mois. Et donc, il faut pouvoir les accompagner avec un niveau de retraite décent. Ensuite, c'est prendre en compte les carrières hachées, notamment des femmes, les carrières longues également, de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc, il faut cette réforme des retraites. Mais je le dis aussi, il peut y avoir des éléments de capitalisation. D'abord parce que certains peuvent aussi investir dans leur retraite en tant que telle. Il faut leur donner les moyens aux jeunes générations. Vous savez, moi, quand je rencontre des jeunes, ils me disent, mais de toute façon, nous, on n'aura pas droit à la retraite tellement on aura tout cramé. Et non, moi, mon objectif, c'est justement qu'on ne crame pas la caisse pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent avoir droit à la retraite demain. Parce que c'est un dû. Et quand on voit les coûts qu'il y a de la dépendance et autres, c'est important de préserver cela.
Donc, pour répondre très concrètement à votre question, c'est le système par répartition est le système de base et le pilier et le ciment de notre société, mais qu'il faut effectivement des éléments de capitalisation aussi dans ce système-là pour pouvoir accompagner son financement. D'accord. Non, je comprends bien. C'est vrai que on a très peur quand même de virer un système américain dans lequel les fonds de pension représentent une part énorme du système financier et produisent des effets qui ne sont pas nécessairement positifs et qui créent aussi des bulles financières et qui exposent en fait aussi les gens à des bulles financières à une époque où on est en crise économique et dans lequel les marchés financiers notamment n'ont jamais été aussi bas et aussi volatiles. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce n'est vraiment pas notre modèle. Nous ne voulons pas d'un système de retraite qui repose sur la spéculation financière. Ça, c'est hors de question, sur les marchés financiers en tant que tels. Nous croyons un système de retraite sain par répartition, c'est-à-dire où les actifs cotisent pour les retraités. C'est ça la répartition de la solidarité intergénérationnelle. Mais simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est s'interdire, si vous voulez, à ce qu'on puisse avoir des sources de financement qui sont complémentaires et uniquement complémentaires pour permettre à tout le monde d'avoir une retraite décente. Mais en aucun cas, il s'agit d'aller vers un système de retraite à l'américaine qui reposerait effectivement sur des fonds de pension ou autres. Je pense que ça serait très dangereux pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup pour votre présence. La dernière question que j'ai posée aux deux personnes avant, c'est vrai que c'est compliqué pour nous parfois de voter quand on ne sait pas qui sera le gouvernement. Un gouvernement Valérie Pécresse, qui est le ministre de l'économie et des finances? Ça c'est une question, c'est une bonne question, mais c'est trop tôt pour y répondre. C'est pas parce que je veux faire la langue de bois, mais c'est parce que les gens détestent que l'on se répartisse les postes avant même d'avoir mené l'élection. Donc, ce que je peux vous dire simplement, c'est que si Valérie Pécresse est élue président de la République, il y aura un bon ministre de l'économie parce qu'elle a la meilleure équipe de France et parce qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle. Et vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez cité Hervé Morin qui était aux assises du produire. Vous en avez d'autres, chacun participe partout. Donc voilà, je sais qu'il y a une équipe solide. Et ce qui est important, c'est de faire un pack et une équipe. J'aurais juste conclu là-dessus. C'est que, vous savez, l'élection présidentielle, c'est vrai, elle est très personnelle. C'est la rencontre directe entre une femme et un homme et le peuple. C'est vrai tout ça. Mais n'oubliez jamais aussi que derrière, c'est une équipe de France qui gouverne, qui est en responsabilité. Ce n'est pas une femme ou un homme seul. Et donc, c'est important d'avoir cette équipe-là, d'avoir un gouvernement, non pas d'amateurs, mais de professionnels, parce qu'aujourd'hui, le monde est complexe et que donc, il nous faut avoir la meilleure expertise économique possible. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que ça sera forcément une femme ou un homme de grande qualité. Merci pour votre présence. Merci Damien Abad, merci Thomas pour ta présence également. Je vais relancer dans 2 minutes le live, dans 1 minute, avec Delphine Bateau pour nous parler du programme des écologistes. Merci. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir.